messieurs, bonsoir. Les produits de grande consommation qui alimentent Kinshasa passent aussi par la nationale numéro 1. Les commerçants se plaignent plus de 7 barrières entre Mongata et Kinshasa. Conséquence, augmentation des produits sur le marché. Que faut-il faire pour remédier à cette situation? La ministre de l'économie est descendue sur place. On en parle dans un instant dans ce journal. L'actualité ce soir, c'est aussi l'acquisition par la société commerciale de transport et des ports d'une nouvelle locomotive. Cet engin va faciliter le transport des personnes et de leurs biens entre Kinshasa et Matadi. Voilà tout pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Journée mondiale de la radio, aujourd'hui 13 février, une journée proclamée par les États membres de l'UNESCO et adoptée par les Nations Unies en 2012. Cette année 2020, l'UNESCO invite les stations de radio à promouvoir la diversité à la fois dans leur rédaction et dans les ondes. La radio reste un outil puissant pour célébrer l'humanité dans sa toute diversité. Ça constitue une plateforme pour les discours démocratiques. Elle a une capacité unique de toucher au public le plus large, c'est-à-dire façonner l'expérience de la société dans sa diversité. Elle est également la reine de toutes les voix et qui peuvent s'exprimer, être représentées et entendues. On en parle également en large dans cette édition d'information. 2 audiences ce jeudi au bureau du président du Sénat. La première consistait au raffermissement de la coopération interparlementaire entre l'Iran et la République démocratique du Congo. La seconde concerne le plaidoyer pour le vote de loi pouvant attirer des investissements en République démocratique du Congo. Et Jenny Dada-Chabani nous donne des détails dans ce reportage. L'Iran est déterminé à raffermir la coopération interparlementaire avec la République démocratique du Congo. L'ambassadeur d'Iran à RDC, Mohammad Javad Shariati, l'a dit de vive voix au président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba. Après l'audience, les 2 personnalités ont contemplé les fresques peintes sur les murs du bureau du président de la Chambre haute du Parlement qui symbolisent les bureaux du Sénat qui siègent sous l'arbre à palabres pour voter des lois pour améliorer la situation de la population congolaise. Pendant ces temps, les différentes réformes mises sur pied à l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI pour faire de la République démocratique du Congo une destination d'investissement étaient présentées au président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, sous forme d'une brochure. Les présidents du conseil d'administration de l'ANAPI, Hugues Toto, et le directeur général Anthony Kinzo ont saisi l'opportunité de cette audience accordée par le président du Sénat, Alexis Tambo Mwamba, pour faire ses plaidoyers. Comme vous savez, l'ANAPI se bat depuis plusieurs années pour améliorer essentiellement le climat des affaires dont on parle tout le temps. Donc, voir le président, pour nous, c'était un message fort pour qu'il s'approprie aussi des réformes que nous sommes en train de mener au sein de l'ANAPI, améliorer le climat des affaires et booster l'investissement du pays. Nous venons ici de lui faire un plaidoyer sur 2 ou 3 lois, je peux les citer. La loi par exemple sur les tribunaux de commerce, la loi sur l'agriculture, agriculture qui ne permet pas aujourd'hui que les investisseurs étrangers puissent investir dans notre pays du fait qu'on a demandé à ce qu'ils puissent être majoritaires à 51% les Congolais. Mais bon, l'honorable président est très supportif par rapport à nous en disant « faites votre plaidoyer ». Et la loi sur les tribunaux, il nous a demandé de pouvoir bien suivre ça. Mais un message clair que nous retenons de lui, il nous accompagne, il nous soutient et il sera notre porte-voix. Une information judiciaire a été ouverte sur le dossier Saut de Mouton. En tant qu'autorité de tutelle, le vice-premier ministre de la Justice et garde de Sceaux, Tundayaka Sende Célestin, a visité quelques chantiers dans la capitale. Il a commencé sa ronde au chantier du rond-point Sosimat sur les boulevards du 30 juin. Une fois sur place, le patron de la justice congolaise a échangé avec les chefs des projets et les superviseurs des travaux pour les comptes de l'Office des voiries et drainage OVD. Maître Célestin Tundayaka Sende s'est ensuite rendu au site situé à Mandela. Il a saisi cette opportunité pour échanger avec les ingénieurs trouvés sur le lieu sur ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire. C'est au chantier des Sauts des Moutons dans sa nef sur l'avenue de Libération, ex-24 novembre, que le vice-premier
vice-premier ministre Tunda surtout fait un constat désagréable. Les travaux à ce site sont encore au niveau embryonnaire. Le vice-premier ministre Tunda a clôturé sa visite au chantier de saut des motos de Debonome le long du boulevard Lumumba. Il a, au cours d'une interview accordée à la presse sur les lieux, affirmé que cette visite est consécutive à une décision prise lors du Conseil des ministres du vendredi 7 février dernier. Le ministère de la Justice, que je conduis personnellement, était chargé de regarder de près ce qui a été fait par rapport à ces chantiers, par rapport à ces travaux, parce qu'il y avait beaucoup de plaintes au niveau de la population. Les travaux n'avançaient pas, les travaux ne se terminaient pas, et au lieu de diminuer les embouteillages, ça a créé des perturbations sur les routes. Cette visite était surtout relative à l'action judiciaire ouverte actuellement en rapport avec les dossiers saut des moutons. Si le dossier devait être ouvert au niveau du ministère de la Justice et de la magistrature en général, il fallait que moi-même, je palpe du doigt ce qui est fait par rapport, n'est-ce pas, aux critiques de la population. Je voulais être pratique et non pas faire un rapport sur des choses que je n'ai pas vues personnellement. Hausse de prix de produits alimentaires à Kinshasa. Après avoir écouté les plaintes des commerçants, la ministre de l'économie nationale, Akasia Badoubola, accompagnée du vice-ministre, est descendue à Mongata pour palper du doigt les réalités. Vraiment basunga biso toza na ba difficulté makasi na nzela na biso ya Bandundu. Nzela ezate impraticable, nzela vraiment ezate. En plus de ça, soko bimi na ba souffrance ya nzela do voyage kolongwa Bandundu kokoma Mongata ka ya Pamba bozoge ça tantôt ba une semaine na nzela. Mes ande barrière mbongo ezaka 50 000 40 000 neta na bapesi batininga mbongo 190 000 ndenga na zolo bao banda kenga ti place na zela na tika na mbongo 10 000 francs na maboko. Tracasserie routière, l'une des causes de la hausse des prix des produits de première nécessité tels que le manioc, l'un des aliments de base des Congolais. La ministre de l'économie nationale, Akasia Badoubola, s'en va en guerre contre les agents qui excellent dans cette mauvaise pratique qui a des répercussions sur la vie des Congolais. Sur la route numéro 2, plus précisément au niveau de Mongata, la patronne de l'économie congolaise constate la présence de plusieurs services à la barrière. Nous avons constaté amèrement qu'il y a plusieurs barrières et ça se répercute sur le prix des ventes. Et ça, c'est quelque chose que nous devons, nous, en tant que membres du gouvernement, travailler là-dessus pour que le tracasserie administrative puisse cesser et que le commerçant vende dans la quiétude. C'est ça qui ne favorise justement pas le climat des affaires. Et moi, je suis vraiment animée d'un sentiment de révolte, un sentiment vraiment de tristesse, parce que quand j'ai vécu la situation, et ça m'a juste mis la puce à l'oreille pour finalement faire un rapport général global sur la situation actuelle. Des instructions ont été données. Akasia Badoubola tape du poing sur la planche. Elle promet de faire rapport à qui de droit pour que toutes ces barrières soient démantelées et que des sanctions sévères soient prises à l'endroit des agents qui se seront compromis dans la tracasserie routière. Je l'ai dit en l'ouverture de ce journal, la Société commerciale de transport et des ports, la SCPT, dotée d'une nouvelle locomotive, fruit de la coopération technique avec le Japon. Le ministre de Transport Didier Manzenga a présidé la cérémonie de la réception officielle de cet engin à la gare centrale de Kinshasa. Vital Mpagabita. La coopération entre la RDC et le Japon se porte bien. La réception officielle des locomotives 311 du type diesel en est une illustration. La coupure du ruban symbolique
par le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Mazenga Mukanzu, qui avait à ses côtés le vice-ministre, était précédé des allocutions du représentant résident de la JICA, de l'ambassadeur du Japon, Hiroshi Karube, allocution axée somme toute sur la volonté du gouvernement japonais d'accompagner le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de son programme économique et social. Et le directeur général d'Odelaya délouait les qualités techniques des locomotives pour faciliter la circulation des biens et des personnes sur l'axe Matadi-Kinshasa. Que les efforts fournis par le gouvernement pour l'augmentation du parc de matériel moteur et remorqué devront être couplés avec des travaux sur la voie qui, bien que praticables, présentent un certain nombre de ralentissements impactant négativement sur la vitesse commerciale des trains. Au nom du chef de l'État et du Premier ministre, le patron des transports congolais a salué la coopération japonaise avant de recommander ceci. D'inviter le dirigeant de la SCTP et à travers son personnel à ne pas considérer cette acquisition comme un point de site, mais plutôt comme le début des challenges nouveaux qui s'offrent à vous. Envie de permettre à l'ensemble de nos compatriotes de voyager dans de bonnes conditions qui garantissent la sécurité. Cette cérémonie grandiose était précédée par la formation des techniciens congolais au Japon afin d'assurer la maintenance des locomotives. Angèle Mabiala Landou vous proposera une page magazine de cette cérémonie à la fin de cette édition d'information. On parle à présent de l'Office de route dans sa mission de construction et de réhabilitation des infrastructures. Il exécute en ces moments le travaux de stabilisation de l'érosion sur la nationale numéro 2 à Bukavu et la construction du pont Wima dans la province du Sud Kivu. Travaux d'importance capitale pour le gouverneur de cette province afin de faciliter la circulation des produits agricoles. Blaise Boko Kiasanza. Ce grand canyon qui coupe en deux la route nationale numéro 2 est devenu un cauchemar pour les habitants de Bukavu qui redoutent la rupture du trafic entre le chef-lieu du Sud Kivu et l'un de ses principaux greniers. En posant aujourd'hui la première pierre, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, lance ainsi les travaux de réhabilitation du pont lycée Wima et de stabilisation de l'érosion de la route nationale numéro 2 Bukavu-Mwenga-Kamituga. Ces travaux ont été confiés à l'Office des routes qui a 4 mois pour les exécuter. Ils consisteront notamment à la démolition d'ouvrages existants, au montage et pose d'un pont belé, à la construction d'une glissière en maçonnerie de moellons d'une longueur de 120 mètres qui sera renforcée par des colonnes et raidisseurs en béton armé. Théo Ngwabidje Kassi a remercié vivement le chef de l'État, mais aussi son directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Je tiens à souligner et à remercier vivement l'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Les travaux que nous allons lancer sont financés par les FONER. J'invite également les usagers à faire preuve du civisme et de discipline afin de respecter et d'emprunter les voies de déviation et de communiquer avec les autorités pour ne pas perturber la bonne exécution des travaux. Le gouverneur de province a aussi appelé ceux qui ont construit des maisons sur la colline qui surplombe ce site à les évacuer afin d'éviter le cycle infernal de pertes en vies humaines causées par des érosions et des éboulements. L'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux vient de signer un accord de siège avec la République démocratique du Congo, accord signé entre la ministre d'État aux Affaires étrangères pour la partie congolaise et le directeur de cette école représentant la Belgique, Gina Wabio. Ceci est l'aboutissement de la première visite officielle en Belgique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La République démocratique du Congo et l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée de forêts et territoires tropicaux, ERAIFT, ont signé ce matin un accord de siège. Marie Toumba Nzenza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, représentant la partie congolaise, a au nom du gouvernement congolais autorisé ERAIFT à déployer et promouvoir ses activités en toute quiétude sur les territoires congolais. Par cet acte, le gouvernement de la République et en particulier les membres du gouvernement congolais qui ont accepté de venir participer à cette cérémonie veulent montrer tout l'intérêt qu'ils portent au fonctionnement de cette école dont l'importance pour la gestion et l'aménagement de nos forêts n'est pas à démontrer.
Baudouin Michel, directeur de l'ERAIFT, a salué la signature de cet accord qui permettra désormais aux membres du conseil d'administration de se réunir. Donc c'est très important pour l'ERAIFT de conforter son statut de centre de catégorie 2 de l'UNESCO par cet accord de siège et de conforter son caractère régional, accueillant des apprenants, master, PhD, chercheurs d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est. Il s'y est de signaler que l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux ERAIFT existe depuis 21 ans. Un message de félicitations adressé au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, Excellence président de la République, avec mes hommages les plus déférents, ayant appris par la voie des ondes votre désignation dimanche dernier à Addis Abeba par vos pairs, chefs d'État africains, en qualité de premier vice-président de l'Union africaine, en prélude de votre plébiscite au poste du président de cette institution panafricaine en 2021, je me fais le devoir patriotique de vous présenter au nom de la population de la province du Kasaï oriental et aux miens propres nos vives et chaleureuses félicitations. Cette élévation est le fruit de votre diplomatie agissante qui a permis à la République démocratique du Congo de retrouver sa place dans la scène, dans le concert des nations. Ainsi, je saisis cette opportunité pour exprimer à votre auguste personne notre fierté de vous avoir comme président de la République, notre indéfectible attachement ainsi que notre inaltérable détermination à vous accompagner dans la réalisation de votre programme d'action. D'un l'Éternel Dieu Tout-Puissant, vous placez toujours sous ses protections et guidances pour l'émergence de notre Congo et son rayonnement sur la scène internationale. Le ministre des Médias, Jolino Makelele, a échangé ce matin avec les éditeurs de presse. Les détails, c'est dans ce reportage. Ces éditeurs de la presse écrite privée ont ouvertement plaidé pour une implication considérable pour la couverture médiatique des activités officielles. À en croire leur argumentaire, ils sont sujets d'une certaine discrimination, principal motif de leur échange avec le ministre d'État, David Jolino, dit Wampové Samakelele. Nous sommes marginalisés dans différentes manifestations des membres du gouvernement, la presse écrite hebdomadaire. Nous sommes toujours les cadets des soucis. Les autorités nous ont toujours pris en position vraiment négligeable. Les missions officielles que les autorités effectuent, même les chefs de l'État, la presse écrite est toujours négligée, alors que nous faisons le travail appréciable que les autorités ont toujours considéré. Nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le ministre, qu'il puisse être notre interlocuteur auprès des membres du gouvernement, auprès du Premier ministre, surtout auprès du Président de la République. Le Président de la République a toujours respecté la presse et nous espérons que le chef de l'État et son Excellence, Monsieur le ministre, vont apporter des solutions à ces difficultés que nous éprouvons pour le moment. Très attentif à l'exposé de ses éditeurs, le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, en a profité pour rappeler l'un des grands axes de sa feuille de route, les États généraux de la presse, un forum qui mettra en exercice l'intérêt général des médias congolais. Jolino Makelele, ministre des Médias, qui a adressé également un message à la nation à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, célébrée aujourd'hui 13 février 2020 avec comme thème « Nous sommes la diversité, nous sommes la radio ». Mesdames et messieurs, aujourd'hui 13 février, la communauté internationale célèbre la Journée de la radio, ce média de proximité sans nul autre pareil. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012, cette journée mondiale a pour but de rendre hommage à la radio en tant que moyen de communication, d'améliorer la collaboration entre les diffuseurs et d'encourager aussi bien les grands médias que les radios communautaires à s'engager pour l'accès de tous à l'information et à la liberté d'expression sur les ondes.
Mesdames et messieurs, la radio, c'est avant tout un son, une ambiance et une rythmique spécifique dans un rapport de confiance avec les auditeurs. Les journalistes de la radio a la particulière mission de rendre parfois visible une activité invisible à l'auditeur en lui transmettant en temps réel des émotions et en véhiculant des passions. S'agissant du rôle de la radio, il est à la fois pédagogique, humanisant et émancipateur. La radio participe à la promotion des valeurs comme la tolérance et le respect de l'autre, ainsi qu'à la popularisation de certaines causes et la consolidation des solidarités. Puissant vecteur de liberté et des cultures particulières en tout temps, la radio demeure une véritable porte ouverte pour la diffusion des informations et des messages à impact immédiat à destination de toutes les couches des populations, même les plus défavorisées ou les plus éloignées, surtout dans une civilisation de l'oralité et comme l'est de manière évidente celle de notre pays. On reste dans le secteur de médias, la radio en l'honneur aujourd'hui 13 février à travers la journée mondiale de la radio, promouvoir la diversité à la fois dans la rédaction et sur les ondes de recommandation de l'UNESCO pour cette édition 2020. Quelques professionnels de la radio ont donné la voix au micro de Blandine Wavingana. Nous sommes la diversité, nous sommes la radio. C'est le thème retenu cette année pour la commémoration ce jeudi 13 février de la Journée internationale de la radio. Cette journée a été proclamée par la Conférence générale de l'UNESCO lors de sa 36e session en 2011. Cependant, la radio est un outil puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et constitue une plateforme pour le débat démocratique. C'est vraiment une journée spéciale pour nous de la radio. La radio, c'est la mère des médias. C'est avec la radio que tout a commencé. C'est le premier média qui véhicule les informations, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. À l'échelle mondiale, la radio reste le média le plus consommé. Cette capacité unique de toucher le public le plus large, lui permettant d'être la reine où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues. La radio constitue un outil de communication qui est incontournable. La radio est aussi un moyen de communication à faible coût et particulièrement adapté pour toucher les communautés isolées et les personnes vulnérables. Elle donne la possibilité à tout citoyen de participer au débat public. Jadis, on utilisait des méthodes traditionnelles pour communiquer, telles que des instruments de musique, des xylophones et autres là. Mais avec le souci de révolutionner les choses, c'est ainsi que la radio est née. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, la radio est un peu négligée. Pour cette édition 2020, l'UNESCO invite les stations des radios à promouvoir la diversité à la fois dans leur salle de rédaction et sur les ondes. Il faudra quitter le système avilissant. Il faudra aller directement dans le numérique. Malgré l'évolution technologique et des nouveaux médias, la radio n'a pas disparu. Les décideurs doivent lui apporter tout leur soutien et se servir d'elle utilement dans la diffusion de leurs messages. Et on termine cette rubrique avec la RTNC et la radio-télévision Camonia qui vont convoler en juste annonce une signature de partenariat entre les deux stations audiovisuelles a eu lieu ce jeudi ici même à la chaîne nationale. Reportage Paulette Domba. Bientôt, la population de Camonia, à 75 km de Chikapa, va accéder au programme de la radio-télévision nationale congolaise. Grâce à la station partenaire, la radio-télévision provinciale Camonia RTK. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'a eu ce jeudi 13 février 2020 le DG de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, et les députés honoraires et directeur général de RTK, Omar Kalonji Tshisenge. Un partenariat à type de relais entre les deux parties sera signé dans le tout prochain jour. Ma petite visite est considérée dans un cadre social. La population frontalière avec l'Angola ne sait pas suivre la bonne information. Il fallait passer par la chaîne mère pour que nous puissions être connectés et donner à la population la vraie information. Une information tamisée
Parce que jusque-là, l'ensemble de la population croit que nous devons accepter du n'importe quoi, dit par n'importe qui. Non, il faut rentrer dans l'administration, rentrer dans la continuité et établir la hiérarchisation du pouvoir. Même sur le plan de l'information, on doit considérer ça. Une occasion pour le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, et Omar Kalonji Tshisenge de la RTK de procéder à un échange de vœux pour cette nouvelle année 2020. Une nouvelle avant de poursuivre ce journal, la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, DGRAD en sigle, et la Direction générale de cadastre minier, CAMI en sigle, informent les titulaires de droits miniers et ou des carrières que les notes des débits et des perceptions relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2020 sont disponibles au guichet du CAMI situé à Kinshasa au croisement des avenues Polo Maurice et Kasavubu dans la commune de La Gombe, à Lubumbashi, avenue industrielle numéro 12, immeuble Gécamine, ex-Philips, commune de Kapemba, à Bukavu, avenue Patrice Emery Lumumba, bâtiment musée géologique, commune d'Ibanda, à Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Canon, commune de Makiso, à Kindu, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kasuku. Par conséquent, tous les titulaires sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement des dits droits au plus tard le 31 mars 2020, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ce délai, le CAMI se réserve le droit d'enclencher la procédure des déchéances du droit minier et ou des carrières non payées, et ce, sans préjudice de l'application par la DGRAD des pénalités prévues par la loi. Cette nouvelle porte la signature pour la DGRAD, Magui Sambi Kikoutoué, directeur général pour le CAMI, Joseph Amissi Matondo, directeur général adjoint. Changement intervenu dans le système judiciaire congolais à la suite de l'ordonnance présidentielle nommant le nouveau magistrat à la Cour constitutionnelle et autres. Les séances de remise et reprise ont eu lieu le 12 et le 13 février 2020. Dominique Tamboué succède donc à Jérôme Kitoko à la Cour de cassation. Rodépanda. Après nomination au sein de la magistrature par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'heure est à la remise et reprise. Le procureur général près la Cour constitutionnelle entrant, Jean-Paul Mukolo Kokesha, a pris les bâtons de commandement de main du procureur général sortant, Emmanuel Minga Nyamakwe, ce mercredi 12 février. L'entrant a félicité son prédécesseur qui a milité pour l'ouverture du parquet général près la Cour constitutionnelle. En outre, il a appelé à la discipline et à œuvrer pour le maintien de l'état des droits en République démocratique du Congo. Car la justice élève une nation, dit-on. Un bon fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais figure parmi ses priorités. Ainsi, une collaboration étroite entre les institutions est démise pour mieux combattre les antivaleurs. Pas de justice des grands contre celle des petits en République démocratique du Congo. Rétablir un véritable état de droit, c'est le cheval de bataille du nouveau premier président de la Cour de cassation, Dominique Tamboué Wakaniki. Il promet d'y s'y mettre pour la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dominique Tamboué l'a dit lors de la cérémonie de remise et reprise. Étant empêché, le premier président sortant de la Cour de cassation, Jérôme Kitoko Kimpele, a dûment légué les pouvoirs et droits à son directeur de cabinet, Mukengule Muderwa, pour présider cette cérémonie de remise et reprise et transmettre les symboles et articles de travail. Prochaine étape, la prestation des serments prévue ce lundi 17 février 2020 au Palais de la Nation. Ça sera donc l'entrée effective en fonction du premier président de la Cour de cassation, Dominique Tamboué. Une autre nouvelle, avant de poursuivre ce journal, le comité de gestion de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, a le regret d'annoncer au public le report à une date
ultérieure de la cérémonie d'inauguration de son nouveau bâtiment à Matete, initialement prévu le vendredi 14 février 2020. À cet effet, il présente ses excuses à toute personne ayant reçu l'invitation tout en assurant de renouveler celle-ci une fois la nouvelle date fixée. La situation épidémiologique du pays passée au peigne fin entre le ministre d'État de la Santé avec le Comité national de la coordination des maladies, le docteur Eteni Longondo, qui recevait également les membres de la coordination inter-agence stratégique sur la vaccination et la lutte contre la poliomyélite. Sandra Wallo, Patrick Achala. Dossier sectoriel important était passé au crible lors de cette réunion avec les membres du comité de coordination interagences stratégique. Il s'agissait notamment des engagements pris au sujet de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite en RDC, la validation des recommandations ainsi que l'évolution des préparatifs de la réunion du comité globalement prévue le 18 février prochain sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors effectivement, la rencontre qu'on a eue avec son Excellence, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, avait comme objectif de lui rendre compte du suivi des engagements pris lors du forum sur la vaccination et l'éradication de la polio, présidé sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en juillet dernier. Comme vous le savez, le Président a pris un engagement fort en faveur de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite. Et dans les mécanismes d'évaluation, il est prévu que la semaine prochaine, une réunion se tienne autour de lui pour lui rendre compte des progrès qui ont été accomplis par rapport aux engagements pris. 24 heures plus tôt, le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a présidé une autre séance de travail. C'était la réunion hebdomadaire du Comité national de coordination des maladies. Un aperçu général était fait sur la situation épidémiologique du pays, notamment sur l'épidémie du coronavirus. Après analyse, il était décidé de faire l'exercice de simulation pour tester la capacité des dispositifs mis en place pour détecter les cas et en cas de détection, comment s'y prendre pour acheminer les patients sans d'autres risques de contamination. Et concernant l'épidémie du choléra, il y a régression constatée à travers une période de faible contamination. Toutefois, il importe de mettre les moyens possibles, identifier les coins où le vibrocholéra est en circulation et enfin exécuter des actions de prévention contre les épidémies antérieures. Nous venons de l'apprendre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué ce jeudi la visite des grands chantiers de la ville-province de Kinshasa. Le cortège présidentiel s'est rendu à l'université de Kinshasa où le chef de l'État s'est imprégné du démarrage de travaux de réhabilitation des infrastructures du campus et aux différents sauts de moto en construction dans la capitale. Kibambe Somo Issa nous promet des images au cours de nos prochaines éditions. En prévision de la célébration de 38 ans d'existence de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le stade de Martyrs, site choisi pour cette célébration, a été visité par le secrétaire général du parti Étienne Tshisekedi hier mercredi 12 février et d'Ichala. Ce 15 février, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS soufflera sur sa 38e bougie depuis sa création en 1982. Le stade de Martyrs de la Pentecôte est le lieu choisi pour cette célébration et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, en compagnie de quelques militants, a fait un tour de visite du site. Le secrétaire général de l'UDPS s'est par la suite entretenu avec les responsables du stade de Martyrs afin de s'assurer que rien ne sera laissé au hasard. Ce samedi 15 février sera certes le 38e anniversaire de l'UDPS, mais il permettra aussi de célébrer l'an 1 de l'alternance au sommet de l'État. Aujourd'hui, c'est un mercredi. Il nous reste 3 jours pour atteindre cette date. Il était question qu'on vienne s'entretenir avec les gestionnaires du stade et voir dans quelles conditions les organisateurs, c'est-à-dire l'entreprise qui va nous aider avec les podiums, la sonorisation, certains membres qui gèrent la sécurité, puissent vraiment s'imprégner de l'emplacement de certaines choses ici au stade. Le stade des Martyrs, 80 000 places assises, attend aux premières heures de la matinée de ce samedi 15 février les militants de l'UDPS, réputés partis de masse, et ceux de ses alliés.
Et le secrétaire national en charge de finances du PPRD, l'honorable Likinda, était en vacances parlementaires à Ikela, dans la province de la Chuapa. Il s'y était rendu pour communier avec sa base. Commentaire, Edith Chala. Sous un ciel ensoleillé, des milliers de natifs d'Ikela, dans la province de la Chuapa, s'étaient amassés le lundi 10 février dernier à l'aérodrome de ce territoire pour accueillir Fidel Likinda, l'envoyé du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari. Bien avant d'atteindre le stade de la Révolution, lieu prévu pour le meeting, le secrétaire national en charge des finances du PPRD, qui revient également dans son fief électoral dans le cadre de ses vacances parlementaires, était noyé dans une foule immense de la population de sa base, qui lui avait imposé de parcourir une distance de plus de 2 km à pied. Dans son speech au cours de son meeting populaire, Fidel Likinda avait axé son adresse sur 2 grands points, à savoir l'état actuel de la coalition FCC-CACH, ainsi que la place, mieux le rôle que joue son parti, le PPRD, dans l'actuelle configuration politique congolaise. Parlant de son parti, l'émissaire d'Emmanuel Ramazani Chadari a rappelé à sa base que le PPRD n'est pas tombé. Il demeure un parti au pouvoir vu sa représentativité tant au Parlement avec 124 députés qu'au gouvernement chapeauté par un PPRD. Avant d'achever ses propos, Fidel Likinda avait salué la sagesse du président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, ainsi que celle de son successeur, Félix Antoine Tshisekedi, qui ont vu clair en acceptant de vivre en coalition pour le bien du peuple congolais. Cette coalition, avait-il soutenu, doit être protégée par tous, quelles que soient les divergences politiques et tribales. Un communiqué nécrologique avant de terminer ce journal. La famille Théodore Mogalou, ancien chef de la maison civile du chef de l'État, et la famille Jean-Luc Mboa Kayembe, juge au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole, ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances le décès inopiné de Madame Tumbabinchi Mogalou Victoire, épouse de M. Jean-Luc Mboa et fille de l'ambassadeur Mogalou, décès survenu ce lundi 10 février à la clinique Ngaliema. Le recueillement est observé à la résidence de l'ambassadeur Mogalou, 6 avenue Sport, numéro 3, quartier Manenga, commune de Ngaliema, référence arrêt golf. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Dimanche 16 février 2020 à 13h, levée du corps à la morgue de la clinique Ngaliema et exposition à la salle Kofi sur l'avenue Malembankulu, quartier Sosimat. Lundi 17 février 2020 à 10h, départ pour le cimetière Nécropole. Bain de consolation à 16h pour la famille, le comité organisateur. Madame, Monsieur, ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, je vous en rappelle le titre. Le produit des grandes consommations qui alimentent Kinshasa passe aussi par la nationale numéro 1. Les commerçants se plaignent. Plus de 7 barrières de Mongata à Kinshasa. Conséquence, augmentation des produits sur le marché. Que faut-il faire pour y remédier à cette situation? Vous l'avez vu dans ce journal, la ministre de l'économie est descendue sur place à Mongata pour s'enquérir de la situation. L'actualité ce soir, c'était aussi l'acquisition par la société commerciale de transport et des ports d'une nouvelle locomotive. Cet engin va faciliter les transports des personnes et de leurs biens entre Kinshasa et Matadi. Madame, Messieurs, ce journal de Bobette Lissamba, réalisé par Patrick Achala, Keren Konkolongo et Nono Mantekou, l'ont rédigé en leur nom. Je vous remercie d'avoir suivi ce journal. Je vous fixe un rendez-vous jeudi prochain. Merci d'avoir suivi ce journal avec beaucoup d'attention. Merci.